Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée pour ce 11 novembre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, tous ceux qui nous rejoignent pour cette, je crois, 13e, mais j'ai un doute, pour cette 13e journée, pour ce 13e live. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler bonsoir, on va parler d'un sujet qui est assez récurrent, enfin en tout cas, un sujet que je rencontre régulièrement en ce moment, on va dire. On va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, je ne sais pas si déjà vous avez déjà entendu parler de ce nom, parce que moi, avant d'être dans le milieu, je n'avais jamais entendu parler du syndrome de l'imposteur. Pour moi, c'était la même chose qu'un pervers narcissique, ce qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Non, ouais, vous ne connaissez pas. Bah, moi non plus, je ne connaissais pas. Du coup, on va parler un petit peu de ça. Donc, n'hésitez pas tout le long de me mettre des pouces si c'est clair pour que je sache que ça soit bien clair. S'il y a des questions, posez-les-moi également. Sachez que la vidéo est toujours en replay si ça fonctionne. Ça arrive que ça ne s'enregistre pas. Il y a 2 lives qui n'ont pas pu être enregistrés. Et puis, je les remets bien sûr disponibles. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui en disant « Oui, hier, tu n'as pas fait de live, c'est inadmissible. » Si, j'ai fait un live, mais pas à 20h30 en effet. Je l'ai fait à 17h avec psychologue.net et vous pouvez retrouver la vidéo sur Instagram. C'est le 2e petit logo, c'est la petite télé avec le petit Z. Voilà. Donc, c'est parti. On m'a posé quelques questions, c'était souvent les mêmes. Donc, 3 questions, ça va être assez rapide pour ce soir. Donc, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur pour commencer ? C'est déjà un état psychologique, c'est-à-dire que c'est une personne qui va douter en permanence de ses compétences et de ses qualités. C'est-à-dire que cette personne, elle a un sentiment d'infériorité en permanence. C'est une personne qui ne se sent jamais à la hauteur. Le syndrome de l'imposteur, souvent, les personnes ne savent pas qu'elles le sont, enfin qu'elles ont ce syndrome, et elles le découvrent lorsqu'elles ont leur premier poste, lorsqu'elles ont une promotion ou lorsqu'elles ont un nouveau projet. Donc c'est vraiment dans le domaine professionnel. C'est des personnes qui vont toujours trouver à l'extérieur finalement la réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que ce soit elles qu'elles aient réussi quelque chose à accomplir. C'est forcément l'extérieur. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la chance. Ça peut être finalement j'ai eu le poste parce que il n'y avait personne d'autre. Donc on m'a pris moi, mais finalement c'était un peu par dépit. Ça peut être parce que la personne qui m'a fait l'entretien, elle m'a choisi moi, mais parce qu'on habite dans la même ville. Enfin, on va trouver 1001 excuses, mais pas une fois, en fait, on va se dire que la personne a été embauchée ou la personne a été choisie pour ses qualités. J'espère que c'est clair déjà sur ce petit point-là. Donc c'est vraiment... c'est toujours l'extérieur, une personne, un collègue, de la chance, mais c'est jamais moi parce que forcément ça peut pas, c'est pas possible quoi. J'ai pas les compétences, je doute en permanence. Donc du coup ces personnes-là, elles souffrent énormément d'une très grande de pierre en pierre, d'une très grande angoisse parce que en fait pour elles, elles sont en train de duper les personnes qui sont autour d'elles. Donc pour elles sont en train de mentir, elles sont en train finalement, c'est comme si elles ne devaient pas être à leur place. Et donc, comme elles ont peur finalement qu'on se rende compte qu'elles dupent l'entreprise, par exemple, elles ont cette angoisse d'être démasquées à chaque instant.
D'où le nom syndrome de l'imposteur. C'est que ces personnes pensent qu'elles ne méritent pas d'être là. Donc, elles n'ont qu'une crainte, c'est que les gens s'en rendent compte. Mais en fait, il n'y a que elles qui pensent qu'elles ne devraient pas être là. Donc ça, c'est hyper intéressant de comprendre le mécanisme en fait de pensée qui a caché derrière et qui explique pourquoi il y a cette angoisse en permanence, en plus du coup des doutes que cette personne a. Dites-moi si c'est clair. Donc c'est des personnes du coup qui ont l'impression de frauder. C'est vraiment ça, elles ont l'impression de frauder, d'être pas en règle, d'être hors la loi, enfin c'est le sentiment, hein, ok. Du coup, voilà, pour elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas la réussite, elle ne mérite pas d'accomplir elle ne mérite pas d'être accomplie dans leur vie, vraiment. C'est vraiment ça. Donc, si déjà vous avez, pour ceux qui regardent la vidéo, qui vont la regarder après, c'est clair, ok, top, merci, qui ressentent ce côté-là, j'ai des pensées négatives, je me sens incompétent, je me sens pas à ma place, oh là, mais s'ils savaient qui je suis, mais je suis qui pour faire ça, il y a sûrement un syndrome de l'imposteur. Alors oui, là, on va parler du milieu professionnel, vous allez savoir pourquoi. Donc c'est comme s'il y avait une petite voix, en fait, en permanence. Oui, ma voix, moi, elle est là, elle est à gauche, je sais pas pourquoi, elle est là. Et c'est comme si qu'elle me disait là, par exemple, non mais Laura, mais pour qui tu te prends? Mais tu fais des vidéos, non mais n'importe quoi, non mais pourquoi les gens ils viendraient t'écouter? Tu dis n'importe quoi, tu connais même pas ton sujet. Et puis en plus, personne va t'écouter parce que t'es qui? Ouais, t'es une thérapeute, enfin ouais, t'as une thérapeute, enfin ça va, ça fait 4 ans que tu travailles. Et puis bon, enfin voilà, thérapeute, c'est quoi? Enfin ton diplôme, quoi, tout le monde aurait pu l'avoir. Vous imaginez ce que je pourrais me dire? Ok, donc c'est une petite voix intérieure qui va commenter toutes vos actions, tous vos faits, vos gestes et qui va venir vraiment vous saboter, vous pourrir la vie, quoi. Parce que c'est cette petite voix, la critique intérieure qui est dans le négatif, qui critique toutes les situations et qui vous plombe en fait. Parce que du coup, elle arrive à vous mettre le doute, cette pensée. Je ne sais pas s'il y en a qui ressentent ça en tout cas. C'est-à-dire que même si par exemple... moi, là, je suis en train de me dire que mes vidéos sont de la merde et que quelqu'un me met en commentaire ou me dit, m'appelle après, me dit non, mais franchement, Laura, non, tes vidéos, elles sont bien. Et ben moi, je ne vais pas accepter, je ne vais pas accueillir le compliment. Je vais dire non, mais tu dis que c'est bien parce que tu te sens concerné. Non, mais tu dis que c'est bien parce que c'est moi, ton ami. Tu dis que c'est bien parce qu'en fait, t'aimes peut-être juste passer une demi-heure le soir à rien faire. Je vais trouver des excuses pour ne pas dire que, en fait, si, je peux être compétente et je peux être à ma place. Donc, la personne qui a ce syndrome de l'imposteur ne reçoit pas les compliments comme un compliment, mais pour elle, pour juste de la politesse ou de la gentillesse. Dites-moi si c'est clair aussi pour vous tout ça. Ce sont des personnes aussi qui vont du coup, par exemple, qui vont faire un travail. Le sujet, on parle du syndrome de l'imposteur. La personne, elle va par exemple, je sais pas moi, écrire un article, j'en sais rien. Et on va lui faire un compliment, lui dire c'est super ton article, il est hyper intéressant. Et la personne, pour pas accueillir encore une fois de plus le compliment, va dire non mais tu sais en fait j'ai été vachement aidée, quelqu'un m'a donné le thème, quelqu'un m'a corrigé l'orthographe, quelqu'un m'a donné une super calligraphie, enfin j'en sais rien. La personne, elle va du coup mettre toute la reconnaissance, toute la qualité du travail sur les autres personnes, pour pas du coup se féliciter tout simplement. Donc ce sont des personnes qui vont chercher souvent à faire un travail de groupe pour dispatcher en fait la reconnaissance et pour diminuer la qualité de leur travail. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Je sais pas parce que j'ai l'impression des fois de parler dans le vide, de parler devant personne alors que je sais que vous me regardez, mais comme je vous entends pas et je vous vois pas, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, important, ce sont des personnes qui, du coup, sont extrêmement, mince, j'ai pas le mot, extrêmement exigeantes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Extrêmement exigeantes avec elles. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui cherchent à atteindre la perfection. Même pas la perfection, c'est même au-delà. Merci pour vos pouces. C'est même au-delà, en fait, de la perfection. Ce sont des personnes qui sont brillantes, vraiment très brillantes, sauf qu'elles cherchent à atteindre l'inatteignable. Et donc, du coup, comme elles cherchent quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas atteignable,
Et du coup, forcément, la personne, elle va toujours en vouloir plus, elle ne va jamais être satisfaite, donc elle va être insatisfaite, elle va s'en vouloir, elle va culpabiliser, et donc elle va avoir de la pression, cette personne, parce que pour elle, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais à la hauteur. Donc finalement, ces personnes, voilà, pour en faire une idée, encore une fois, c'est général, hein, et c'est vraiment du cas par cas encore une fois, mais ces personnes, elles vont être du coup dans une espèce de pression et d'anxiété doublement. Pourquoi? Parce qu'elles veulent quelque chose qui est inatteignable et aussi parce que du coup, pour elles, comme elles ne sont pas à leur place et comme elles ne devraient pas y être parce que elles ne méritent pas leur place, finalement, elles ont peur d'être démasquées. Donc, elles ont cette double charge émotionnelle qui crée vraiment une vraie pression, un vrai stress. Qu'est-ce que je crois que sur la définition de l'imposteur, là, je pense qu'on est clair. Si vous avez des choses à ajouter, notez-les-moi. Si vous-même, vous souffrez du syndrome, vous pouvez me noter aussi peut-être des compléments. Et si c'est clair, on va parler du coup des causes en fait. Qu'est-ce qui va faire que la personne finalement, elle va souffrir du syndrome de l'imposteur? Pourquoi en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, vous l'avez compris, il y a un schéma, on va dire, mental, c'est-à-dire qu'il y a des pensées, il y a cette petite voix, moi elle est là, cette petite voix qui nous parle. Donc, c'est-à-dire que cette petite voix, elle n'a pas été créée du jour au lendemain. C'est souvent, encore une fois, on ne fait pas de généralité, c'est souvent un problème qui vient bien sûr de l'enfance. C'est-à-dire que si en étant enfant, les parents, les adultes, les personnes qui entouraient l'enfant n'ont pas rassuré l'enfant, c'est-à-dire ne l'ont pas récompensé, enfin pas forcément récompensé, mais n'ont pas eu de reconnaissance vis-à-vis de ses réussites, forcément, l'enfant croit que c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Donc ce sont des parents qui, finalement, ont minimisé la réussite. C'est-à-dire que il y en a peut-être qui vont faire trop, qui vont dire « Ah, c'est fabuleux, tu as eu un 12 sur 20 ». J'en sais rien, c'est un exemple au hasard. Et puis, il y en a, ça va être tout le contraire. La personne elle va avoir un 15, un 16 sur 20, par exemple, ou autre chose. Peu importe l'objet, c'est pas ça qui est important, mais c'est que pour le parent, c'est normal, quoi. Oui, tu sais faire ta lacet, oui, tu sais faire du vélo, oui, tu parles anglais, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors que si. Donc là, c'est vraiment important de comprendre finalement comment la construction d'un enfant peut jouer sur la vie professionnelle aujourd'hui. Donc, des parents qui n'ont pas donné, ça peut être des parents, mais ça peut être des professeurs aussi, encore une fois, toutes les personnes qui ont eu un rôle dans l'éducation et qui n'ont pas donné suffisamment la reconnaissance à l'enfant. Ça, c'est un point. Un autre point, ça peut être des parents qui en demandent encore et encore. Il y a des parents qui demandent à un enfant de faire du vélo, un sport, du piano, cours d'anglais, et puis après de la poterie. L'enfant, tous les jours, il a une activité. Il est en suractivité, il n'arrête pas. Les parents demandent encore plus d'heures, encore plus de réussite, encore plus d'action. Donc, finalement, ce n'est jamais assez. Donc, pareil, le parent n'est jamais satisfait. Donc, forcément, l'enfant, lui non plus, n'est pas satisfait parce qu'il le voit bien que les parents ne sont pas satisfaits de lui. Donc, là aussi, c'est un parent qui en demande beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est tellement bien expliqué. Merci beaucoup. C'est trop gentil, Agnès. Du coup, ça, c'est un point. Un autre point, ça peut être aussi... Alors, je termine avec les parents. On n'est pas là encore une fois pour mettre la faute aux parents. Les parents ont aussi leurs croyances, ont eu peut-être le syndrome de l'imposteur, donc ils font aussi du mieux qu'ils peuvent, vraiment. La troisième chose, ce sont aussi des parents qui sont dans l'excellence. Je ne sais pas moi, avoir un parent qui est peut-être avocat, médecin, un parent qui est une étoile, qui est une star, qui a fait plein de choses, j'en sais rien. En fait, même si le parent peut-être fait un métier simple, peu importe, ça dépend comment l'enfant voit le parent. Si l'enfant voit le parent comme quelqu'un d'extraordinaire, tellement haut, tellement, j'en sais rien, puissant, j'en ai aucune idée, et forcément, l'enfant va se dire mais j'y arriverai jamais à la hauteur de mon parent, quoi, de ma mère ou de mon père, c'est inatteignable en fait. J'ai vécu ça de mon prof de dessin, il m'a giflé car j'ai dessiné le drapeau de la France, ça se passait en Tunisie cette histoire, d'accord. Oui, en effet, il y a des professeurs qui n'ont pas la bonne stratégie. Là, pour le coup, pas du tout.
Et forcément, bah, ça coupe, quoi, hein, ça coupe tes ailes de créer, de sein, ça coupe tes ailes ça coupe ta partie de toi créative parce qu'elle pense qu'elle fait pas bien. Donc forcément, ça a un impact, ça c'est clair. Donc voilà par rapport à, on va dire, aux parents, il y a aussi le lien qu'on peut avoir avec des frères et des sœurs. Il y a des frères et sœurs qui finalement bah, sont beaucoup dans la comparaison et c'est pas forcément facile dans la fratrie d'avoir finalement de trouver sa place. Ah bah mon frère, ma sœur, elle est déjà bonne là-dedans. Bah alors moi comme je suis pas bonne là-dedans, est-ce que je pourrais être bonne ailleurs? Bah lui, il a réussi, je sais pas moi, à avoir son permis du premier coup. Bah moi, je l'ai eu que du troisième coup. Il y a cette comparaison de frères et sœurs. Il y a aussi des fois des frères et sœurs qui sont très proches au niveau de l'âge et du coup bah, finalement l'entourage les met dans la même boîte, j'ai envie de dire, enfin c'est pas le mot, mais en tout cas pour eux il n'y a pas de différence d'âge, donc finalement on demande aux plus jeunes de faire ce que le plus grand fait déjà, alors que bah non, ils ont peut-être déjà 1 an d'écart et c'est énorme. Donc il y a ce côté aussi, la place dans la famille, la place dans la fratrie, trouver sa place, ça c'est aussi une des choses qui peuvent être la cause. Alors, je suis maintenant en France et je dessine car bah, c'est super. Bah, heureusement, bravo à toi d'avoir pu surmonter cette peur. Mais c'est vrai que parfois, en étant enfant, il suffit d'une personne, d'une phrase pour du coup, bah, finalement, bah, nous faire perdre confiance, tout simplement. Du coup, si vous avez un petit peu compris, il y a les causes, là on va dire au niveau de l'enfance, au niveau de l'éducation. Il y a du coup, bah, si vous l'avez bien compris, si je l'ai bien expliqué, un énorme manque de confiance en soi. Je crois que je ne suis pas capable de, je crois que je ne suis pas à la hauteur, je crois que je ne mérite pas ceci, cela. Donc un vrai manque de confiance, un vrai manque de légitimité, donc je ne mérite pas. Il y a aussi un manque d'estime de soi. Donc la différence, confiance, c'est ma capacité à faire, à être dans l'action. Et l'estime, c'est la valeur que je me porte, l'amour que j'ai pour moi. Donc il y a un vrai manque des deux. Donc pour répondre tout à l'heure à la question de Cocorico, qui était, du coup, on parle que on parle que du professionnel. Oui, c'est comme si en fait le syndrome de l'imposteur, c'était une branche de l'estime et de la confiance en soi. Un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime l'expliquer. Ça grésille avec l'écouteur que d'un côté. Ah ben j'ai que d'un côté, j'ai que un micro, hein. Ça a toujours été comme ça, mais il y a mes cheveux peut-être. Vous me dites si c'est mieux. Je vais essayer de moins bouger, c'est dur pour moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais même plus. Donc voilà, une faible estime de soi, une faible confiance en soi. Ce sont des personnes aussi, donc on est toujours on est dans les causes, hein. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. On est aussi, ce sont des personnes, la cause peut être ouais c'est mieux. C'est aussi une grosse peur en fait de l'échec. C'est-à-dire que la personne en fait, elle a tellement peur d'échouer bah, que, comment dire, pour elle, les moindres fragments finalement d'imperfection, mais qui n'en sont pas en vrai, pour elle, c'est un échec. Donc ça peut être une perte de temps, ça peut être je sais pas moi, quelqu'un qui l'a fait en 2 fois au lieu de le faire en une fois, bah en fait, toutes ces petites choses-là qui sont vraiment anodines, et bah finalement, la personne va le prendre pour un énorme échec. Est-ce qu'il y a un lien entre le syndrome de l'imposteur et la dépendance affective? Alors, il n'y a pas de lien, parce que là, on parle le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un manque d'estime de nos compétences et donc du coup de se croire pas à sa place, donc de croire qu'on duplote, donc d'avoir peur d'être démasqué, donc on est vraiment dans le lien professionnel. La dépendance affective, c'est aussi bien sûr de l'estime de soi, on est là-dedans, mais là on parle vraiment, on cherche de l'amour, on cherche pas la même chose. D'un côté, on cherche à avoir de la reconnaissance dans nos compétences, dans nos qualités niveau professionnel, et de l'autre côté, dans la dépendance affective, on cherche quoi? On cherche de l'amour. On ne cherche pas la même chose. Mais si on a un énorme manque d'estime de soi, on peut avoir les deux du coup, parce que c'est le tronc commun. L'estime de soi va forcément avoir un impact sur la dépendance affective et aussi du coup sur le syndrome d'imposteur. Mais encore une fois, ce n'est pas un cas, enfin ce n'est pas général, hein, c'est du cas par cas.
Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre sur les causes? Je crois que je vous ai tout dit. Donc la peur d'être démasqué, hein, ça, bien sûr, vous l'avez compris, qui crée du coup qui crée du coup l'angoisse, hein. Alors, on m'a demandé, super question, j'aurais pas pensé à en parler, quelles sont les conséquences du coup? Quelles sont les conséquences de ce syndrome? Parce qu'il y en a finalement qui viennent me voir en consulte, pas parce qu'elles ont le syndrome, parce qu'elles ne le savent pas, mais elles viennent pour les conséquences finalement. Donc, ce sont des personnes qui viennent parce que elles viennent me voir en disant, je suis pas bien dans mon travail, mais je n'ose pas partir. Donc ce sont des personnes finalement qui se contentent de la place du poste qu'elles ont. Elles se contentent par peur de changer, par peur d'avoir des nouveaux projets ou par peur encore une fois qu'on les démasque. Alors que pas du tout, mais c'est leur peur, ok? Donc ce sont des personnes qui vont se contenter de leur poste pour ne pas avoir à subir finalement ces changements qui leur font peur. Ce sont des personnes également qui vont travailler en dessous de leur potentiel. Donc ce sont des personnes qui peuvent venir me voir en disant bah je sens que je pourrais faire plus mais je sais pas trop quoi, ou je sais pas trop quoi ou ni comment. En effet, ce sont des personnes très brillantes mais qui n'utilisent pas leur potentiel comme elles devraient l'utiliser. Donc ça c'est un des points aussi. Donc c'est dommage finalement. Elles vont pas là où elles pourraient être. Ce sont des personnes qui sont tellement exigeantes avec elles-mêmes qu'elles vont surtravailler. Ça veut dire qu'elles vont jamais décrocher. Elles vont faire des heures et des heures sup. Elles ne vont pas compter leurs heures. Elles vont toujours en faire encore et encore. Donc des personnes qui finalement se donnent à 1000%. Donc finalement, ces personnes-là vont venir parce qu'elles sont en surcharge dans le sens où il y a une fatigue émotionnelle, il y a une fatigue physique. C'est des personnes qui sont stressées, angoissées, qui ont du coup des insomnies, c'est possible, qui vont chercher à compenser tout ça par le biais de substances. Ça peut être des drogues, ça peut être de l'alcool, ça peut être d'autres addictions. Donc des fois, elles viennent parce que voilà, finalement, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je me dope ou je sais pas, je consomme beaucoup plus d'alcool qu'avant, je comprends pas, ou même du Red Bull, là, enfin, c'est des choses comme ça et j'aimerais bien m'en sortir. Et en fait, ça, c'est justement un des signes finalement qui montre qu'il y avait un syndrome qui était caché derrière. Et la conséquence pour moi qui est la plus fréquente, c'est le burn-out. Donc, c'est des personnes qui finalement vont avoir un burn-out, donc c'est cet excès d'avoir travaillé tellement. Donc burn, c'est brûler, donc il y a vraiment voilà, tout s'enflamme, il y a une surchauffe, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, il y a du stress. La personne, elle ne peut plus aller travailler, le corps est dit stop. Je connais quelqu'un qui est comme ça, il n'a pas d'autre vie que le travail. Tout à fait, les personnes donnent tout là-dedans. Leur objectif, c'est vraiment de toucher la perfection. Donc elles vont tout faire pour. Et surtout de ne pas être démasqué aussi. Hein. Donc on a les deux. Alors, on m'a demandé quelles pouvaient être les pistes d'amélioration. Encore une fois, c'est du cas par cas. Tout dépend des causes. Est-ce qu'il y a eu un trauma dans l'enfance? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu un licenciement? Est-ce qu'il y a eu du harcèlement au travail? Voilà. Quelle est déjà, on peut traiter la cause. Ensuite, ça va être aussi de travailler, donc ça peut être en hypnose, ça peut être en PNL, ça peut être de plein de manières différentes. Hein. On va aller travailler avec la psychologie positive pour aller renforcer finalement la confiance et l'estime. Toujours la même chose, comment je me vois, comment je me perçois. On va travailler la légitimité, je m'autorise, tout ça. Donc c'est vraiment, on travaille le fond. On travaille, bien sûr, vous commencez à connaître mon fonctionnement, les croyances limitantes. Donc si je me dis en permanence j'y arriverai jamais, je suis nulle, de toute façon c'est pas moi qui devrais être ici, ça devrait être une autre thérapeute, ça devrait être une autre secrétaire, un autre pompier, je sais même pas, je connais même pas, j'en sais rien, tout ce que vous vous dites en permanence. Donc on va aller du coup travailler toutes ces croyances. Je n'y arriverai jamais, je serai jamais à la hauteur. Donc on va aller changer les croyances limitantes et à la place on va aller mettre des croyances aidantes. Donc ça, hyper important. Ça peut être aussi utile d'aller faire un bilan de compétences. Il y a des personnes qui en ont fait, qui m'ont témoigné et qui m'ont fait part de leur expérience et qui m'ont dit « ça m'a beaucoup, beaucoup aidé ». Donc ça peut être aussi quelque chose à envisager. Alors là, je vais vous proposer quelques
quelques petites pistes d'amélioration, on va dire, que vous pouvez faire toute seule. Après, encore une fois, prenez ce qui parle pour vous, prenez ce qui vous correspond. Et puis, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, il y a des personnes qui peuvent vous aider, hein. Toujours génial, tu ne changes pas. Merci Sylvie, t'es adorable. Alors, vous pouvez commencer par lister, lister vos compétences. En quoi je suis bonne, en quoi je suis forte, en quoi je suis fort, en quoi je suis douée, quelles sont mes qualités, mes compétences, mes ressources. Vous prenez le temps et vous écrivez toutes vos qualités. Il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais bon, du coup, comme j'ai des pensées limitantes, finalement, je ne sais même pas la lister. » Si vous n'y arrivez pas, vous choisissez 10 personnes autour de vous qui vous connaissent très bien. Des personnes de confiance. Et vous allez leur demander de faire la liste pour vous. Demandez à ces personnes qui sont bienveillantes comment elles vous voient. C'est tout simple. Vous leur envoyez un message, voilà. Est-ce que tu peux m'aider à définir mes qualités, mes compétences? J'en ai besoin. Et ces personnes vont vous faire une liste et vous allez pouvoir du coup récupérer toutes ces qualités qui vous concernent. Très important. Une fois que vous avez récupéré cette liste, vous allez pouvoir avec le temps essayer de la faire vous-même. Ça, c'est si vous n'y arrivez pas que vous demandez aux autres. Ok ? Ensuite, ça va être vraiment de cultiver votre différence. Ça, je vous le dis aussi souvent. C'est nul d'être comme les autres. L'importance, la qualité de chacun, c'est sa différence. Donc, cherchez qu'est-ce qui me différencie de la personne en face de moi. Si par exemple, vous êtes au travail, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, j'ai oublié de vous le dire, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi quelqu'un qui se compare en permanence. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Donc, ça veut dire que la personne, elle va être là, elle va regarder l'autre, elle va dire « Oh, elle est tellement mieux que moi. » Bah ouais, elle est plus drôle, elle est plus belle, elle a 10 ans d'expérience, moi j'en ai 2. Non mais franchement, pourquoi je suis là? Donc, l'idée, c'est ne pas finalement de regarder les qualités de l'autre et de regarder les défauts de soi, c'est de regarder la différence qu'il y a avec moi et avec elle pour que la personne puisse, pour que nous, on puisse justement trouver notre petit plus, le petit truc qui fait que c'est elle que j'aime bien, c'est elle que j'ai envie d'aller voir, c'est elle qui me permet de me sentir bien, c'est elle qui, etc. Vous mettez en fonction de votre travail, je ne sais pas. Ok? Donc, je répète, la première chose, c'est de lister vos compétences, vos qualités, vos ressources. La deuxième, ça va être de trouver vos différences et du coup, de mettre ça en atout. Vraiment. Ensuite, ça va être de commencer vraiment à accepter les compliments. Donc, si quelqu'un vous dit « Oh, franchement, j'ai adoré le rapport que tu as fait hier sur la synthèse 402. » Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle parce que vous trouvez que votre rapport était bof, acceptez, remerciez et acceptez. Plus vous allez apprendre à accepter, plus vous allez apprendre du coup à l'intégrer et vraiment à que ça fasse partie de vous. Donc, acceptez les compliments. Ok ? Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir finalement, quand vous vous jugez dans une situation, d'imaginer la personne que vous admirez dans le travail qui pourrait faire la même situation que vous et avoir les pensées que vous aurez auprès d'elle. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai pas d'exemple. Si par exemple, avant moi de faire mes vidéos, je me dis franchement inutile, de toute façon ça sert à rien ce que tu dis, personne t'écoute. Ça, c'est ce que je pourrais me dire si j'avais le syndrome de l'imposteur. Par contre, si je vois une autre meuf qui dit à peu près qui dit les mêmes choses que moi et que en regardant la vidéo, je me dis « Ah, c'est cool, c'est intéressant. Non, franchement, il y a 2-3 trucs à prendre, c'est toujours cool à prendre. » Pourquoi je ne dirais pas ça pour moi? Pourquoi je dis ça pour une personne qui n'est pas moi, qui fait la même chose que moi, et pourquoi je ne pourrais pas le dire pour moi? Donc, c'est vraiment le quatrième conseil, c'est d'avoir les mêmes conseils, les mêmes pensées, les mêmes préjugés pour une personne qui n'est pas vous, en fait. Pour avoir le recul et la distance nécessaires, pour être autant bienveillant avec vous. C'est-à-dire, vous êtes bienveillant avec une autre personne, soyez-le aussi avec vous. Soyez votre meilleur ami, votre meilleur allié, quoi. Ensuite, ça va être d'ignorer cette petite voix là qui parle et qui commande tout et qui dit que c'est nul et qui dit que vous n'allez pas réussir et qui dit que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Cette petite voix, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas vous. La pensée, c'est une illusion. La pensée, elle n'existe pas.
La pensée, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une pensée parmi 2 millions de pensées, ça veut dire que ça pourrait être une autre. Donc finalement, quand on comprend qu'on n'est pas la pensée, mettez-la loin, la pensée, baissez le volume, éloignez-vous d'elle, vous n'êtes pas la pensée, vraiment c'est hyper important. Donc cette pensée, eh ben, soit vous l'ignorez, vous éteignez le son, soit vous mettez une autre langue, vous la mettez en chinois, comme ça vous la comprenez pas, soit vous la regardez de loin et vous lui dites, bon écoute, au bout d'un moment c'est bon quoi, stop, ce n'est pas vous, la pensée n'est pas vous. La pensée elle voit pas la situation, elle n'entend pas la situation, elle ne connaît pas vos compétences, elle ne sait pas, c'est vraiment une illusion, donc laissez tomber cette de pensée, ok? Bon, ensuite, la dernière chose, c'est se souvenir que vous êtes tous et toutes extraordinaires. Vous avez tous un talent, vous avez tous du potentiel, vous avez tous des ressources. Alors, acceptez de mériter, acceptez l'abondance, acceptez de changer de travail, acceptez d'avoir des nouveaux projets, acceptez-vous, acceptez une nouvelle vie. Vraiment, vous méritez tout ça. Donc, vraiment, pensez. Souvenez-vous de tout ça. Vraiment, vraiment, c'est hyper important. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à la réussite. Vraiment, vraiment. J'espère que c'était clair. Amazing. Oh, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Si vous avez une question avant qu'on coupe et qu'on termine le live, allez-y. Sinon, toujours, vous pouvez bien sûr me retrouver en privé. Enfin, en privé. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez besoin. Tellement intéressant tous les soirs. Merci. Comme la loi d'attraction. Ouais, yes, c'est vrai, bien. Super. Merci vraiment encore pour tous vos messages parce que vraiment, vous m'envoyez tous les jours des messages remplis d'amour. Ça fait trop plaisir. Merci énormément pour tous les petits cœurs que je vois sur les côtés là qui s'envolent. Laisser tomber la pensée, c'est compliqué. Il n'est pas mieux de la transformer encore. Alors, il y a plein de façons. La laisser tomber, c'est pas être désagréable avec elle. C'est-à-dire, c'est de l'accepter pour qu'elle puisse mieux repartir. Mais c'est en fait rester observateur. La pensée, comme ce n'est pas vous, l'idée, c'est pas qu'elle vous commande. C'est pas elle le chef. C'est pas elle qui commande votre vie. C'est vous qui commandez. Donc, la pensée... De dire je la laisse tomber, ça ne veut pas dire que je vais lutter contre elle. Non, je ne lutte pas, c'est juste que je lui donne plus d'importance. J'arrête de la nourrir. Parce que finalement, comme vous lui donnez raison, vous allez vous auto-saboter. Et vous allez nourrir la pensée et vous allez lui donner encore plus d'importance. Alors que non. Donc c'est ça en fait quand je dis laisser tomber la pensée, c'est laisser-la de côté. Et si vous voulez, encore mieux, mais ça je l'ai dit avant, vous la remplacez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on remplace les croyances limitantes par des croyances aidantes. Donc au lieu de se dire « j'y arriverai jamais », eh ben, on peut se dire que cette fois-ci, je vais réussir tout simplement. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Oula, merci beaucoup pour tous vos petits cœurs, pour tous vos messages. Demain, on va parler... des peurs et des phobies, un sujet qu'on m'a demandé de faire. Donc, je le fais demain avec grand plaisir. Donc, j'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous avez des questions sur ça. Donc, dès demain, vous pourrez mettre les questions par rapport à ce sujet et j'y répondrai comme d'habitude en direct avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Pensée positive. Oui, c'est tous les soirs, Didi 425, tous les soirs jusqu'au 1er décembre, jusqu'à la dernière journée du confinement. Après, je vous laisserai tranquille. Tu commences à quelle heure? C'est tous les soirs à 20h30, Sylvie. Et tu peux retrouver toutes les vidéos qui ont été faites, parce que du coup, il y a déjà 12 vidéos qui ont été faites. Du coup, dans le petit logo, là, c'est un petit carré avec un petit zigouigoui. Tu as toutes les vidéos, tous les lives qui ont déjà été faites. Voilà. Et si, après, j'arrêterai. Faut que je me repose de ça un petit peu quand même. Bonne soirée à vous tous. Je vous embrasse. Merci encore pour votre présence. Et puis, je vous dis à demain soir. Bonne soirée, faites de beaux rêves, reposez-vous et soyez en pleine forme pour demain.